Bonjour à tous, donc je vous fais une nouvelle vidéo pour la réalisation du devoir maison des vacances d'avril. Donc ce devoir maison va porter sur la séquence 5, l'analyse des risques professionnels. Notre objectif est d'analyser et d'évaluer un risque afin de proposer des mesures hiérarchisées de prévention. Dans un premier temps, on va commencer par l'activité numéro 1, l'analyse d'une activité de travail par l'outil Itamani. Donc, dans le document 1, vous avez la présentation de la démarche Itamani. Donc, en fait, cette démarche a pour objectif, a pour but de classer les différentes composantes d'une activité de travail. En utilisant l'outil Itamami, on va classer l'activité de travail en 5 composantes. L'individu, la tâche, l'activité, le matériel et le milieu. Donc Itamami, I pour individu, T pour tâche, A pour activité, MA pour matériel et MI pour milieu. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de individu, matériel et milieu, car vous avez ici directement les explications et à mon sens, ce n'est pas ces explications-là qui posent le plus de problèmes. En revanche, je vais bien vous expliquer la différence qu'il y a entre tâche et activité. Donc la tâche, c'est ce que doit faire la personne. Les objectifs donnés par le supérieur hiérarchique, l'employeur, l'enseignant à une personne. Par exemple, moi, ma tâche, c'est de vous faire court. En revanche, dans une tâche, on va avoir plusieurs activités. L'activité, c'est comment, de quelle manière est réalisée la tâche. C'est-à-dire, au fait, la description des actions physiques et mentales que va faire une personne pour accomplir sa tâche. Donc, dans l'activité, on doit retrouver, par exemple, les postures adaptées, les manipulations faites par la personne, les déplacements réalisés ou encore de quelle manière elle va communiquer. Donc si on reste sur l'exemple de moi qui vous fait court, ça c'est ma tâche. En revanche, mes activités sont de me déplacer de manière organisée dans la salle, de vous expliquer les consignes, etc. C'est toutes les descriptions physiques et mentales que va faire une personne pour accomplir sa tâche. Et vous allez devoir appliquer cette démarche Itamami à l'activité de Romain que vous avez dans le document numéro 2. Donc je ne m'attarde pas dessus, pas de grande difficulté sur ce document. Pour appliquer Itamami, vous allez au fait compléter le tableau de la question numéro 1. Comme vous le voyez, cette question est sur 5 points. Chaque tiré, chaque point correspond à un élément. Chaque point, chaque tiré est au fait évalué sur 0,5. 10 points à retrouver dans le document 2 pour avoir l'ensemble des points. Ok. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Le processus d'apparition d'un dommage dans une activité de travail. Premier élément important. Comme vous le voyez, cette activité est notée sur 12 points. Ça va être une activité très importante de notre devoir maison. On va retrouver 4 questions. La 2.1, la 2.2, la 2.3 et la 2.4. L'ensemble est évalué sur 12 points. Vous avez le barème des sous-questions exactement écrit sur votre polycopie. Je vais dans un premier temps vous présenter les documents, puis après je m'arrêterai aux explications des différentes questions. Alors, dans le document 3, vous avez l'activité de travail de Clarence. Toutes les questions de 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 vont porter sur l'activité de Clarence. Qu'on soit clair, hein? L'activité numéro 1, c'est avec l'activité de Romain document 2. Et à partir du moment où l'on passe dans la deuxième partie du devoir maison, on se concentre uniquement sur l'activité de travail de Clarence. Ok? C'est d'ailleurs écrit ici. Vous le voyez bien. Ok. Donc, le document 3. Pour l'instant, je ne m'arrête pas dessus.
Pas de mots compliqués à mon sens, si ce n'est lombo-sciatique aigu, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai expliqué plutôt entre parenthèses à la suite. Alors, on va passer au document numéro 4, qui porte le titre, le nom de définition. Dans ce document numéro 4, vous allez retrouver 4 définitions. Premièrement, la définition de danger. Le danger, c'est quoi? C'est une cause capable de provoquer une lésion et ou une atteinte à la santé. Tout élément susceptible de provoquer une blessure, une maladie, un accident de travail à une personne est considéré comme un danger. Le feu, l'électricité, un câble dénudé, un poste de soudure, des flammes, etc. Tout élément physique qui va provoquer une blessure à une personne est appelé danger. Une situation dangereuse, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs dangers, exposée de manière proche. Lorsque vous travaillez avec un outil, vous êtes en train de réaliser une situation dangereuse. Vous travaillez à proximité d'un outil. L'événement déclencheur, c'est un événement qui va être susceptible de causer un dommage pour la santé. Donc, c'est un événement qui n'est pas prévu dans une situation de travail. C'est un événement soudain, surprise, et qui, lorsqu'il se produit, fait basculer l'ensemble de la situation dangereuse. Et enfin, on a le dommage qui est la lésion ou l'atteinte, la maladie, la blessure, etc. Pas de difficulté sur cette dernière définition. Notre objectif, votre objectif, va être de mettre en lien ces différentes définitions dans un schéma. C'est ce que vous propose le document 5, le schéma du processus d'apparition du dommage, qu'on peut aussi appeler PAD. Comme vous le voyez, on va retrouver toutes les définitions du document 4 que je viens de vous expliquer, organisées de manière logique dans un schéma. Que vous choisissez ce schéma ou ce schéma, on a les mêmes éléments. Bon, dans le schéma de gauche, on va avoir zone dangereuse et zone de présence en plus, mais en vrai, pas de grande difficulté, pas besoin de définir, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Hein. La zone de présence, c'est la zone autour de la personne, et la zone dangereuse, c'est la zone autour du danger. Mais tous les éléments précédemment définis se retrouvent dans ces deux schémas. Ok. Et on va aussi avoir la personne qui est la personne qui réalise l'action de travail. Ok, je vais m'attarder un petit peu sur ce schéma. Alors, là, vous les avez en version zoomée. On va s'intéresser plus particulièrement à la version de droite du pad. Ok. Dans un premier temps, dans une situation de travail, en atelier, en stage, en PFMP, au travail, on a toujours une personne qui travaille. Cette personne, imaginez qu'elle est autour d'elle une bulle, je ne sais pas moi, d'1 mètre sur 1 mètre, une bulle autour de vous, invisible, d'1 mètre. Si vous vous levez, que vous étirez vos bras, que vous faites grosso modo un tour de vous, le tour de vous, c'est ce qui va ressembler à votre zone de présence. Ok. À partir du moment donné où un travailleur a sa zone de présence proche de la zone de présence de danger. Dites-vous que si autour de vous, vous avez une bulle d'1 mètre sur 1 mètre invisible qui correspond à votre zone de présence, le danger va lui aussi avoir une zone de présence autour de lui. À partir du moment où une personne est proche d'un danger, on va avoir l'apparition d'une situation dangereuse. C'est bien ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Une situation dangereuse, c'est une situation de travail au cours de laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs dangers. Vous avez ici le code couleur. Donc, vous voyez bien que le rose est présent entre les deux. Donc, c'est-à-dire, la situation dangereuse, je sais que je me répète, est présente uniquement lorsqu'une personne travaille à proximité d'un danger. Vous êtes maintenant au lycée depuis 2 ans, vous avez fait des stages et vous vous êtes bien rendu compte que à chaque fois que vous travaillez, vous ne vous blessez pas. Et heureusement, sinon ce serait bien compliqué de continuer à travailler. Pourquoi? Parce que pour qu'une situation
bascule et entraîne l'apparition d'un dommage, il nous faut l'arrivée d'un événement déclencheur. C'est ce qui est représenté ici par l'éclair jaune. L'événement déclencheur ne se produit, n'apparaît uniquement dans une situation dangereuse. C'est pour ça qu'on l'a bien mis dans cette zone-là. C'est pour ça qu'il est schématisé ici. Et si, et seulement si, ces 4 éléments sont présents dans une activité de travail, à ce moment-là, on a un dommage qui apparaît. Si on supprime l'un de ces 4 éléments, le dommage n'apparaît pas. S'il n'y a pas d'événement déclencheur, eh bien, il n'y a pas de dommage. Si on supprime le danger, il n'y a pas de dommage. Et de même pour la personne et pour la situation dangereuse. Il faut que ces 4 éléments soient réunis pour qu'un dommage apparaisse. Ok. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir, dans la question 2.1, proposer un schéma du PAD, c'est-à-dire du principe d'apparition du dommage, en utilisant les modèles proposés dans le document numéro 5, c'est-à-dire ce document-là. Ok. Vous avez 2 versions qui sont proposées. Vous choisissez celle que vous voulez et vous la refaites dans cet encadré. Peu importe que vous choisissez le schéma de gauche ou de droite, faites-le au crayon, faites des bulles et des rectangles plutôt larges parce que vous allez devoir le compléter. C'est notre question 2.2. Vous allez devoir le compléter en utilisant les éléments qui sont soulignés dans l'activité de travail de Clarence. Donc, on revient à l'activité de travail de Clarence. Ici même, vous avez vu que vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 éléments en gras soulignés dans le document 3. C'est ces éléments-là que vous allez devoir replacer dans le schéma que vous allez faire dans cet encadré. Comment vous les placez? Vous les placez par rapport aux définitions qu'on a juste là. Vous faites votre schéma et ensuite vous réfléchissez aux définitions. Vous reprenez l'activité de Clarence, vous regardez les termes en gras après avoir tout bien lu et vous vous demandez si Clarence 45 ans, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est le danger, est-ce que c'est la situation dangereuse, etc. Et vous faites la même chose pour chacun des termes soulignés et en gras. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir évaluer les risques de la situation de Clarence. C'est ce que nous explique le document numéro 6. Dans le document numéro 6, il est sur toute votre page, il est en 2 étapes. Alors, on va commencer par la première étape, où vous allez devoir évaluer la gravité du dommage. Pour ça, pas de difficulté. Vous avez 4 définitions. Alors, un dommage est dit faible lorsque l'accident de travail ou la maladie professionnelle provoquée par le dommage n'entraîne pas d'arrêt de travail. Par exemple, si c'est une simple coupure ou une simple brûlure qui n'entraîne pas d'arrêt de travail, ça sera considéré comme une gravité faible. Deuxième gravité possible, moyenne. Cette fois-ci, l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne un arrêt de travail. Et à chaque fois, AT, ça veut dire accident de travail et MP, maladie professionnelle. Le niveau d'évaluation grave. Lorsque l'accident de travail et la maladie professionnelle entraînent une incapacité permanente partielle, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, admettons que vous travaillez dans le domaine du bois et vous sectionnez une ou 2 phalanges, vous allez bien avoir une incapacité permanente partielle. Permanente pourquoi? Parce que vos doigts, vos phalanges ne vont pas repousser, primo. Deuxio, partielle parce que vous avez encore l'utilisation du reste de votre main. Vous allez perdre la capacité d'utiliser totalement un membre. C'est ce qu'on appelle une incapacité permanente partielle. Et enfin, on va avoir le niveau de gravité très grave, où dans ce cas-là, l'accident de travail ou la maladie professionnelle est mortel sur le court ou sur le long terme. Par exemple, si vous travaillez dans un milieu professionnel où il y a des poussières, par exemple la poussière de sciure de bois, c'est très cancérigène, ça va entraîner des maladies pulmonaires, etc. C'est considéré comme un niveau de gravité très grave.
parce que la maladie professionnelle va apparaître après plusieurs années et elle est potentiellement mortelle. Ok, donc là, pas de difficulté. Vous lisez votre situation de Clarence et vous appliquez ces définitions. Enfin, la probabilité d'apparition du dommage. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc, c'est expliqué quand même dans le document 6, mais je vous réexplique. Déjà, vous allez commencer à partir par le départ. Hein. C'est simple. Vous allez devoir vous poser deux questions. Première question. Quelle est la fréquence ou la durée d'exposition au danger? En gros, est-ce que la personne est exposée souvent, de manière fréquente ou pas au danger? Si la personne est exposée au danger de manière fréquente, vous allez vous positionner sur la partie basse du schéma. En revanche, si la personne est exposée au danger de manière rare ou sur une fréquence qui est courte, là, vous allez vous positionner par exemple sur la partie haute du schéma. Ok, donc la première question qui est ici va vous permettre de savoir si vous vous positionnez sur la partie haute du schéma ou sur la partie basse. Admettons qu'on se positionne sur la partie basse du schéma. Il va falloir se poser une deuxième question. Quelle est la probabilité d'apparition d'un événement déclencheur? Et là, cette fois-ci, deux réponses possibles. Soit la probabilité qu'apparaisse l'événement déclencheur est faible, soit elle est élevée. Et en fonction de si elle est faible ou élevée, vous allez avoir votre réponse. Est-ce que c'est probable ou très probable? Donc, pour l'évaluation des risques, dans un premier temps, on évalue la gravité. Vous avez 4 réponses possibles. Faible, moyenne, grave ou très grave. Ensuite, vous allez devoir évaluer la probabilité d'apparition du dommage. Et là, vous avez 4 réponses possibles. Très improbable, improbable, probable et très probable. Vous suivez le schéma. Vous posez cette première question qui va vous dire si vous êtes sur la partie haute ou la partie basse. Puis vous vous posez cette deuxième question et vous essayez d'y répondre en disant est-ce que la probabilité d'apparition est faible? Si c'est le cas, la probabilité sera probable. Et inversement, si la probabilité d'apparition d'événements déclencheurs est élevée, là on sera sur une probabilité d'apparition du dommage qui est très probable. Ça paraît compliqué, mais ce ne l'est pas du tout. Et donc, vous allez devoir faire ça avec la situation de Clarence. C'est ce qui correspond à la question 2.3. Hein. Donc, vous avez ce tableau à compléter avec ici cette case pour le niveau de gravité du dommage et enfin la case du dessous pour le niveau des probabilités d'apparition du dommage. Ok. Deuxième partie du document 6 qui est d'évaluer cette fois-ci le risque. On va évaluer la priorité du risque. Alors, comment on évalue la priorité du risque? Vous allez devoir faire, correspondre vos réponses que vous avez obtenues à la question précédente. C'est-à-dire, on va partir dans le cas d'une situation fictive, totalement inventée, où on aurait, c'est pas très droit, où on aurait un niveau de gravité qui aurait été évalué à moyen et un niveau de probabilité d'apparition du dommage qui, lui, est évalué au niveau probable. Ça, ce sont deux réponses que vous aurez potentiellement obtenues à la question 2.3. Une fois que vous avez vos deux réponses obtenues à la question 2.3, vous allez faire correspondre vos informations par un trait, par une flèche, et en fonction de la zone où vous vous arrêtez sur le schéma, vous n'allez pas avoir la même réponse. Donc dans ce cas-là, on a un niveau de gravité moyen, une probabilité qui est probable, ça veut dire que la réduction du risque est prioritaire. Et si on aurait été donc deux flèches qui se rejoignent dans la partie bleue, on aurait eu une réduction du risque qui est non prioritaire. À quoi ça sert de faire ça? Le jour où vous serez patron, ce que je vous souhaite, c'est vous aurez l'obligation d'assurer la prévention de vos salariés. Vous ne pouvez pas tout le temps tout gérer dès le début lorsque vous ouvrez votre entreprise pour des raisons d'argent, pour des raisons de temps aussi. Vous aurez besoin d'organiser, de classer les risques du plus dangereux, du plus prioritaire au moins prioritaire. Et c'est à ça que peut servir cet outil,
à réfléchir sur quel est le risque que je vais traiter en premier. Donc voilà, et là pareil, vous devez faire ça pour la situation de Clarence. C'est la question, non pas 3, mais 2.3. Ok, je modifie en même temps. Ok, c'est la question 2.3, évaluer à l'aide du document 6 la priorité du risque. Ok, maintenant passons à la dernière partie de cette vidéo et donc la dernière partie du devoir maison. L'activité 3, la proposition de mesures de prévention. Cette activité est notée sur 3 points. Alors, vous avez le document 7 qui vous présente les différents niveaux de prévention. On va avoir 3 niveaux de prévention. Le niveau 1, qu'on appelle aussi prévention intrinsèque. C'est quoi le niveau 1? Le niveau 1, c'est lorsque l'on supprime ou lorsque l'on réduit le risque, le danger. Par exemple, un interrupteur d'urgence. En arrêtant la machine en cas de problème, on a bien éteint, supprimé le danger. Le niveau 2. Cette fois-ci, c'est lorsque je protège la personne des dommages. Soit je vais protéger plusieurs personnes en même temps avec un même équipement. C'est par exemple le cas des rideaux contre les projections d'étincelles, les projections avec un S, c'est mieux quand on ne fait pas de faute. Et on peut aussi protéger les personnes de manière individuelle avec des EPI, des équipements de protection individuelle. Et vous me mettez un S à protection individuelle. Et c'est la fin de la vidéo. Je ne vais pas tout reprendre pour quelques fautes d'orthographe. Donc, on se protège soit avec un objet qui va protéger plusieurs personnes en même temps, soit avec un objet qui va protéger qu'une seule personne à la fois. Les chaussures de sécurité, les gants, les casques, les lunettes, tout ce que vous côtoyez déjà en atelier, c'est les EPI et c'est un niveau de protection de niveau 2. Et enfin, on va avoir le niveau de protection numéro 3 qui, lui, a pour objectif de former et d'informer les personnes, les salariés, les stagiaires. Ça peut être par exemple une affiche d'information. Par exemple, lorsque vous voyez des affiches avec marqué que le port du masque est obligatoire, c'est un niveau de prévention niveau 3. On explique aux personnes ce qu'elles doivent faire pour se protéger, ou on rappelle une réglementation. Et enfin, on va avoir aussi tout ce qui est formation. Et formation en gestes de premier secours, on rajoute les S. On va former les gens à agir en cas d'accident. On va former les personnes pour bien agir en atelier. Ok. Si vous remarquez bien, ici, j'ai placé une échelle d'efficacité. Le niveau 1 est le plus efficace, le niveau 2 a une efficacité intermédiaire, et enfin le niveau 3 est quant à lui le moins efficace. Pourquoi? Alors, le niveau 1 est le plus efficace, simplement parce que l'on supprime le danger, parce que l'on supprime le risque. Si on revient rapidement, je ne perds pas trop de temps là-dessus, mais si on revient rapidement à ce schéma, on est bien d'accord que si je supprime le danger, en fait, j'ai totalement supprimé le dommage. Si j'enlève le danger, je n'ai plus du coup de situation dangereuse, du coup je n'ai plus d'événement déclencheur et du coup je n'ai plus de dommages. Lorsque l'on supprime le danger d'une activité de travail, on va supprimer plein d'éléments en même temps. Si on n'a plus de danger, on n'a plus de situation dangereuse, on n'a plus d'événements déclencheurs, on n'a plus de dommages. Donc la personne est à ce moment-là le plus en sécurité possible. Le niveau 2 est lui intermédiaire parce qu'on va quand même protéger les personnes des dommages. Dans le niveau 2, on ne supprime pas le danger. Par exemple, lorsqu'une personne porte des gants isolantes pour se protéger du risque électrique, l'appareil est lui toujours sous tension. Lorsque vous portez des gants pour faire une soudure, il y a toujours la chaleur. Le poste de soudure est toujours en marche. Mais vous avez un équipement qui vous protège d'un éventuel dommage. Donc, c'est reste efficace, mais c'est quand même moins efficace que le niveau 1. Et enfin, le niveau 3 est le moins efficace parce que c'est juste une formation ou une information.
Lorsque l'on met une affiche, on n'est pas sûr que la personne respecte le geste à mettre en place correctement. Regardez-vous, hein, c'est bien affiché au lycée que le port de casquette, de bonnet est interdit. Est-ce que pour autant tous les élèves appliquent le règlement? Non. Une affiche est le moins efficace en termes de prévention. On avertit la personne, mais on n'est pas sûr qu'elle va mettre en place le bon geste. Et c'est pareil pour la formation. On a beau vous former à faire les gestes de premier secours, si pris de panique sur le moment, vous n'agissez pas correctement, vous êtes donc moins efficace. Le niveau 1, plus efficace. Le niveau 2, intermédiaire. Et enfin, le niveau 3, c'est lui qui est le moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'est pas important, mais ça veut juste dire qu'il est moins efficace par rapport aux autres. Ok, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir classer ces différentes mesures de prévention. Vous en avez donc 6. La question cadre évaluée sur 3 points. Vous devez me dire si formation PRAP, prévenir les risques liés aux activités physiques, c'est du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Et vous faites pareil pour chacune de ces mesures de prévention. Donc toutes ces mesures de prévention sont en lien avec l'activité de Clarence. Donc je vous ai proposé uniquement des actions, des mesures qui permettraient d'éviter la blessure de Clarence. Et c'est à vous de me les classer par niveau. Donc normalement, ça aurait été à vous de les proposer directement, mais je préférais opter pour une autre solution car on n'a pas beaucoup travaillé sur les risques liés à l'activité physique. Donc voilà. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, je suis disponible sur mon adresse mail personnelle, sur mon adresse mail du lycée, monlycée.net. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Très bonne journée à vous. À bientôt.